Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine, tout ça. Vous l'entendez, on est en français ce soir, pour une bonne raison, parce que notre invitée de ce soir, elle est française. On va voir une députée européenne avec nous, et une députée européenne un peu particulière, je vais vous expliquer pourquoi. Ce soir, on va avoir avec nous Marina Mesure, donc qui est du groupe européen The Left, mais en France, en gros, ça correspond à la France Insoumise, donc LFI. Donc on est sur le côté gauche de la politique européenne. Pourquoi elle est spéciale? Pourquoi elle est députée européenne depuis août-septembre 2022. Donc c'est la députée européenne française la plus récente de tous les députés européens français qu'on trouve au Parlement européen. Alors pourquoi est-ce qu'elle est arrivée en août-septembre 2022? C'est parce qu'elle remplace en fait Manuel Bompard, qui était député européen et qui a été élu à l'Assemblée nationale et qui donc a laissé son siège pour aller siéger à l'Assemblée nationale. Et donc elle a récupéré le siège parce qu'elle était la suivante sur la liste de LFI. Donc elle a 33 ans et elle est membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et elle est membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Et dans ces commissions, pour vous donner un ordre d'idée des sujets qu'on va discuter ce soir, elle se focalise beaucoup sur les questions de santé et de sécurité au travail, ainsi que sur les questions liées à la crise énergétique, bien entendu. Avant qu'on se lance dans la discussion et tout ça, bref rappel des règles pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux avec nous ce soir. Donc notre invitée va rester avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi elle sera libre d'aller profiter de sa soirée un peu pluvieuse à Bruxelles. Et vous serez bloqué avec moi, malheureusement, pas encore une petite demi-heure où on fera un petit débrief de l'interview, on discutera de ce que vous en avez pensé. Moi je prendrai des notes et on pourra revenir sur les différents thèmes. Je couvrirai les questions qu'on n'aura pas pu couvrir ou les questions que vous voudrez me poser. Donc ça sera une moment de discussion un peu plus générale. J'ai préparé mes questions de mon côté. Bien entendu, vous pouvez suggérer vos questions dans le chat. Je vais garder un œil là-dessus. Mais comme d'habitude, faites ça dans la bonne humeur et sans spammer. Et dernière précision avant qu'on se lance. On est sur une chaîne sur la politique européenne. Donc on va parler de politique européenne, donc pas de politique nationale, même s'il y a beaucoup de politiques d'actualité nationale qui ont lieu aujourd'hui, mais pas de politique nationale, sauf si c'est lié à l'Union européenne. Donc gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Et sur ce, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, on va se lancer dans l'interview. Bonsoir Marina Mesure, bienvenue et merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Donc vous m'avez entendu faire une petite introduction, vous dire qui vous êtes, dans quel contexte vous êtes arrivé au Parlement européen, vos priorités. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter sur vous-même avant qu'on se lance? Non, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de passer cette petite heure avec vous. Non, je pense que dans l'introduction, globalement, vous avez déjà mentionné un certain nombre de choses. Peut-être dire une spécificité aussi, c'est que ma candidature en 2019 a été soutenue par des organisations syndicales de 38 pays. Peut-être c'est assez peu commun pour le mentionner. Donc effectivement, je viens du mouvement syndical. Pendant 10 ans, j'ai œuvré dans ce mouvement syndical au niveau européen et international. Et donc effectivement, c'est aussi peut-être la spécificité. Et dans les combats dont vous avez mentionné, c'est effectivement là aussi où vous allez retrouver des combats liés au mouvement syndical que j'ai pu porter dans ma vie précédente avant le Parlement européen. Et du coup, vous me dites que votre candidature a été soutenue par 38 organisations syndicales, c'est-à-dire il y avait les syndicats qui ont mis le tampon d'approbation approuvé par le syndicat un tel dans les différents pays européens. C'est comme ça que c'est passé ou C'est pas 38 organisations, c'est de 38 pays, donc 38 pays, 76 organisations de 38 pays. En fait, ils ont fait une tribune pour appeler à voter pour moi aux élections européennes, en rappelant les différents combats que nous avions menés ensemble, notamment sur le Qatar, sur la défense des droits des travailleurs à travers le monde, sur les droits des femmes. Donc en fait, ils ont mis à travers une tribune tous les combats que nous avons menés ensemble au cours des 10 dernières années, et ce qui justifiait pour eux l'importance que je siège au Parlement européen. Alors, on a déjà commencé un petit peu à aborder le sujet. La question que je demande souvent en ouverture, c'est comment et pourquoi vous êtes rentré en politique et plus tard vous êtes devenu députée européenne. Ça a été quoi pour vous le déclic? Alors le déclic, ça a été quand je travaillais à la CGT, donc en France, où je travaillais sur la question du travail détaché. Alors le travail détaché, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est un travailleur qui par exemple part de Pologne avec un contrat de travail polonais, qui vient travailler en France, et lorsqu'il est en France, il a des règles qui ne s'appliquent, qui ne sont pas forcément les mêmes que les travailleurs locaux.
Et donc, en fait, ce sujet était important parce que moi, je venais du secteur du bâtiment, de la construction. Et dans ce secteur-là, c'est l'un des premiers pourvoyeurs de travailleurs détachés, avec l'agriculture notamment. Et donc, j'ai mené des luttes avec les travailleurs détachés en France, notamment un qui a fait grand bruit sur Dunkerque, où 300 travailleurs roumains étaient plus payés depuis plusieurs mois. Et donc j'ai décidé de les défendre, moi avec l'organisation, avec la CGT. Et donc pendant 6 mois, on a mené le combat pour récupérer leur salaire, pour récupérer leurs droits, et nous avons gagné. Et ça a été vraiment un déclencheur, c'est-à-dire ce sujet, je me disais, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait des travailleurs qui soient en situation, vraiment, c'était de l'esclavage, hein, non payé, 60 heures semaine, et je me suis questionnée sur ce statut. Et ce statut, effectivement, vient de l'Union européenne, puisqu'il a été créé en 1996, et en remontant le fil, je me suis dit, mais en fait, c'est fou, parce que ce statut est purement discriminatoire, puisque les travailleurs qui viennent en France n'ont pas les mêmes droits que nous. Et donc c'est comme ça que, au moment des européennes, donc j'étais sur ces combats-là, sur Dunkerque, mais j'en ai mené d'autres aussi, notamment près de Manosque. Et donc en fait, c'est à travers ces combats syndicaux que j'ai mené aux côtés de travailleurs détachés de toute l'Union européenne, que je me suis dit, bah, en fait, si je veux changer ce système-là, il faut que j'aille au Parlement européen, parce que c'est au Parlement européen qu'est décidé la poursuite ou non de ce statut, et c'est comme ça que bah, du coup j'ai intégré la liste de la France insoumise aux élections européennes en 2019, et c'est ce qui a fait, voilà, ce qui m'a fait démarrer en politique, c'est ce sujet-là. D'accord. Alors, on l'a dit, vous êtes députée européenne officiellement depuis août-septembre de 2022. Donc, comment s'est passée un peu la transition? Vous arrivez après la mi-mandat, tous les autres députés ont déjà leur priorité, même si vous travaillez déjà au Parlement européen, on en parlera un petit peu après. Mais comment ça s'est passé un peu la rentrée des classes en tant que député? Bah, effectivement, comme vous le mentionnez, je travaillais déjà au sein de la délégation, puisqu'en 2019, donc je n'ai pas été élue, mais je participais à la coordination du coup de la délégation France Insoumise. Et effectivement, la transition a malgré tout été difficile parce que c'était pas du tout le même travail. C'est-à-dire que coordonner une équipe, ce n'est pas le même travail que d'aller défendre des amendements dans les commissions. Ce qui était difficile aussi, évidemment, c'est de prendre d'un seul coup des dossiers que je n'avais pas portés avant, puisque c'était des dossiers portés par un autre député. Donc vous arrivez notamment en trilogue sur un sujet que vous n'avez pas porté pendant 6 mois, et d'un seul coup, vous devez négocier chaque point de détail avec la commission, avec le conseil. Et donc c'est vrai que c'était particulièrement difficile la transition voilà, de ne pas être au début de chaque dossier. Donc un peu difficile, mais en même temps passionnante, malgré tout, évidemment. La possibilité de siéger dans l'hémicycle, la possibilité d'aller défendre chaque chose au sein des commissions parlementaires, c'est quand même passionnant. Donc très heureuse, mais effectivement, ça a été un peu un défi aussi quand même, cette transition, et je pense encore être dans la transition parce que le travail de parlementaire, ça prend pas un mois, je pense que c'est plusieurs mois pour s'aguerrir dans toutes les activités que nous avons à faire. Et donc voilà, je me dis encore en transition, mais extrêmement motivée évidemment pour porter tous ces combats-là. Et toujours sur cette transition, enfin, voilà, vous étiez assistante de la délégation LFI, enfin la gauche au Parlement européen. Donc vous avez l'habitude de suivre les travaux parlementaires, vous regardez les débats en plénière. Et si je me trompe pas, votre première intervention en plénière, c'était la semaine dernière, non? Non, un Non. peu avant. Et du coup, Un ça fait peu quoi avant, mais oui. Et du coup, ça fait quoi en fait quand on a été, en fait, on a fait partie du staff, on est habitué à regarder à la télé l'hémicycle, et le staff n'a pas le droit de rentrer dans l'hémicycle, et tout d'un coup, bah, vous vous retrouvez en fait à aller sur le pupitre, au pupitre, en plein milieu de l'hémicycle, à parler à vos centaines de collègues. Comment on se sent? On se dit, est-ce que on se sent directement à sa place? Est-ce qu'on n'a pas un syndrome de l'imposteur? Comment ça marche? Bah, ça serait faux de dire que directement on se sent à sa place, parce qu'effectivement, quand pendant 3 ans on a été dans la préparation du travail sans nous-mêmes porter nos revendications à la tribune, c'est sûr que c'est différent. Et c'est impressionnant aussi. Mais malgré tout, on est tellement porté par ce qu'on est, parce qu'on sait à travers chaque discours ce qu'on est en train de défendre. Et donc, de fait, c'est en même temps passionnant. Mais c'est vrai que la transition est un peu la première fois, quoi. Après, dès qu'on Ouais. fait. J'ai eu l'occasion déjà d'intervenir 3 fois à la tribune, du coup. La première fois, effectivement, c'était particulier parce que c'était le jour même où la présidente du Parlement a annoncé que j'arrivais en tant que députée. Et en fait, comme mon collègue auparavant était shadow justement sur un dossier, bah, du coup, j'ai dû reprendre et intervenir sur un dossier que je n'avais jamais traité. Donc là, c'était effectivement particulier. Mais après, avec 1 fois, 2 fois, on s'y fait. Et évidemment, et plus on prend d'assurance,
transparence et plus on comprend surtout cette règle. Moi, ce qui m'a marqué aussi, et je pense qu'avec d'autres députés qui discutent avec vous le soir, vous avez sûrement ça, c'est que le fait de devoir être concis et de devoir s'exprimer en 1 minute sur un Ouais. dossier de centaines de pages et de devoir avoir cette capacité de réduire et d'être concis en 1 minute sur chaque dossier, ça c'est particulièrement un exercice difficile, et je vois que les députés, avec le nombre des années, arrivent à savoir exactement quand est-ce que ça fait 1 minute, s'ils peuvent rajouter un mot, s'ils peuvent rajouter un argument, alors que quand on arrive, on est vraiment sur chaque mot. En fait, si on change un petit peu la structure de la phrase, ça rentre plus et on peut nous couper le micro. Donc ça c'est le jeu qui a été un peu un peu difficile au départ aussi. J'ai une question dans le chat que vous avez déjà un petit peu couverte, c'est vous avez été élu, vous remplacez Manuel Bompard, c'est-à-dire que par défaut vous avez récupéré tous les dossiers sur lesquels il bossait avant ou ok, donc c'est vraiment pareil. Les commissions parlementaires, vous êtes allé dans les mêmes commissions parlementaires que monsieur Bompard, ou vous avez une petite marge de manœuvre pour décider? Non, en fait, on est obligé donc de prendre les commissions en cours, parce que justement, quand je vous disais sur le travail détaché, ça fait pas partie des commissions dans lesquelles je siège actuellement, mais en même temps, c'est pas grave parce qu'il y a les questions industrielles, les questions de santé et sécurité, donc ça rejoint mes préoccupations sur notamment le monde du travail et les organisations syndicales. Mais c'est vrai que ce que je dis, la première semaine où j'ai siégé, en fait, je devais déjà être en trilogue sur un dossier que je n'avais jamais vu, quoi. Et donc être en trilogue, voilà, c'est le moment quand même important de négociation avec la commission et le conseil. Donc non, du jour au lendemain, vous reprenez tous les dossiers en cours et effectivement les commissions. Donc, puisqu'on parle des commissions, rentrons un peu dans le dur. Donc, vous êtes aujourd'hui dans la commission ITRE, donc la commission sur l'énergie, l'industrie, etc. Et un sujet qui tombe là-dedans, qui est la grande actualité politique de l'Union européenne depuis quelques mois et pour les mois à venir, c'est la crise énergétique. La Commission européenne a mis sur la table un certain nombre d'options que Mme van der Leyen a annoncé en septembre. Donc, c'est des options qui vont de facto une sorte de taxation sur les surprofits à un plafond sur les prix du gaz. Donc, comment vous jugez un peu la manière dont la Commission propose de traiter cette crise énergétique pour le moment? Pas à la hauteur. C'est ce que nous répétons malheureusement, c'est que là, on considère que la commission, dans ce qu'elle a avancé aujourd'hui, ce n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que déjà, effectivement, dans la crise énergétique, la question du marché européen de l'énergie n'est pas remise en cause, alors que pourtant, pour nous, c'est le nœud de la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut avancer sur ces questions énergétiques, il faut qu'on ait un contrôle public de ce secteur stratégique qui est l'énergie. Et donc on part de là, si l'on veut, pour analyser la situation. Donc effectivement, dans les petits pas qui ont été avancés par la Commission européenne, il y a cette critique quand même de se dire, quand même, quand vous avez un prix de l'électricité qui est de facto annexé au prix du gaz, et donc on arrive avec des 1 000 € le mégawatt, pas parce que pour produire l'électricité, vous avez un coût de production de 1 000 €, mais parce que vous indexez sur le prix de la production, du coût de production le plus élevé, qui est celui du gaz. Et donc, c'est totalement absurde. Pour donner un ordre d'idée, quand vous produisez avec des énergies renouvelables, vous êtes autour de 30 à 60 € le mégawatt, pas à 1 000 € le mégawatt. Donc, et ça, c'est organisé à travers le marché de l'énergie. Et donc, c'est pour ça que nous, la critique qu'on a est extrêmement sévère sur ce marché, et la commission, c'est une critique timide, on peut le lire comme ça. Donc, c'est un des principaux points, en tout cas, d'accrochement avec la commission. Le deuxième, vous en avez parlé un petit peu dans l'introduction, c'est la partie, les fameux super profits. Alors on les appellera pas comme ça, il y a eu des éléments, comment on appelle les surprofits, qu'est-ce qu'est un super profit, ça peut démonter déjà un débat entre nous pendant un bon moment, de savoir qu'est-ce qui est un super profit. Mais là encore, sur est-ce que les super profits, dans cette période de crise, ça doit être que dans le pétrole et le gaz? Est-ce que ça doit couvrir tous les secteurs d'activité? Est-ce que les pourcentages de ces taxes doivent être plus importantes? C'est toutes ces questions-là qui devraient être posées. Pas seulement de se dire, allez, on va peut-être taxer une partie de ces super profits pour un secteur particulier. Nous, on pense que la partie de la taxation sur les super profits pendant la crise, ça doit concerner plusieurs secteurs, parce qu'il y a plusieurs secteurs derrière malheureusement, qui se gavent sur la crise. Et un exemple particulier, et ça, je voudrais faire le lien quand même avec un sujet d'actualité qui m'est particulièrement important, c'est que j'ai sorti une tribune cette semaine, parce que justement, dans le cadre de la crise énergétique,
Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais que c'est européen, mais je vais revenir un peu en France, mais ça fait le lien évidemment avec le marché européen de l'énergie. Concrètement, en France, on a un tarif réduit pour des entreprises qui sont électro-intensives, c'est-à-dire qui consomment beaucoup d'énergie. Donc on leur dit, l'État vous garantit, et c'est la même chose dans plusieurs pays, hein, c'est pour ça qu'on a une dimension européenne derrière ça. Donc l'État vous garantit un volume d'électricité à un prix fixe. Ce prix est autour de 42 € le mégawatt. Aujourd'hui, ces entreprises disent, oui, mais quand il y a des pics à plus de 1000 € le mégawatt sur le marché, ben, je préférerais me défaire de cette énergie, la revendre sur le marché. Comme ça, je fais un bénéfice de, par exemple, 958 € par mégawatt. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, et là c'est un scandale actuel, c'est que les entreprises, notamment les électro-intensifs, par exemple les cimentiers, demandent à leurs salariés d'arrêter la production pour derrière avoir ce volume qu'ils ont obtenu à 42 € le mégawatt et pouvoir le revendre sur le marché. Et ça, c'est un vrai scandale qui est en train... C'est clair, oui, je vois que... Ouais, non, c'est juste en fait, je connais pas du tout, je connais pas très bien ces sujets. C'est juste comment est-ce qu'un cimentier il fait pour revendre l'énergie qu'il consomme pas en fait. C'est ça que j'ai un peu de mal à visualiser en parce fait. qu'à travers, alors nous, c'est à travers, ça s'appelle l'AREN. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails pour essayer juste de perdre personne sur le sujet. C'est un sujet effectivement central. Donc c'est à travers l'AREN qu'ils obtiennent donc ce tarif, ce volume défini d'électricité à un prix fixe et réduit, du coup, évidemment. Et donc, en fait, lorsque ils arrivent sur des pics au niveau du marché, ils se défont de cette électricité à travers justement l'AREM à nouveau, c'est-à-dire qu'ils s'en redéchargent via EDF, donc chez nous c'est EDF, et donc derrière ils arrivent alors c'est pour l'instant, comme je dis, je suis sur du conditionnel parce qu'on est encore en train, évidemment il faut qu'on ait l'état des comptes de ces entreprises pour pouvoir le prouver, mais tous les travailleurs sur place nous ont parlé de ces pratiques-là, et donc nous nous alertons, et donc j'ai alerté le commissaire pour qu'ils aillent enquêter, pour qu'on ait enfin justement des preuves à tout ça, mais derrière c'est vraiment une situation qui se passe dans différentes entreprises en France, sur lesquelles les organisations syndicales nous ont alertés. Donc si c'est dans plusieurs entreprises, on peut imaginer qu'il y a quand même que les soupçons sont assez légitimes. Et donc effectivement, là, ce qui est en train de se passer, c'est que si le commissaire doit aller investiguer, doit aller enquêter, et la ministre du Travail française, la ministre de l'énergie, pour aller sur ces entreprises et voir concrètement comment ils font du profit sur la crise, quoi. Voilà, j'allais justement le mentionner. Vous avez envoyé aujourd'hui une lettre au commissaire Thierry Breton, donc qui est le commissaire européen qui est compétent sur le marché de l'énergie. Et donc, si je comprends bien, en fait, ce que vous voulez, c'est que la Commission européenne déclenche une enquête sur la France ou sur des entreprises particulières pour savoir s'il y a un détournement du marché. Parce qu'au final, si jamais ces entreprises, elles revendent de l'énergie qu'elles obtiennent normalement à prix réduit, est-ce que c'est illégal ou pas? Sur le papier. Normalement, ça serait illégal, oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on demande une enquête. Alors, effectivement, on va renvoyer aux États membres. C'est pour ça que dans la lettre dont vous avez parlé, on a mis en copie, évidemment, la ministre de l'Énergie française, parce qu'il faut que ça soit diligenté par la France, l'enquête. Mais la Commission a évidemment un rôle, puisque c'est la Commission qui a évidemment en charge le marché européen de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a d'un côté la Commission et d'un côté la France. Mais derrière, pourquoi ces soupçons sont de plus en plus pour nous légitimes à avoir, et pourquoi on comprend enfin que dans plusieurs entreprises on soit arrivé à cette conclusion-là, c'est que au-delà des industries, vous avez les fournisseurs, ce qu'on dit alternatives, qui eux aussi sont en train de profiter du fait d'avoir ces volumes d'AREM. Et donc là, il y a carrément des enquêtes en cours sur ces volumes AREM ils essayent de désespérer les clients en faisant exploser les factures pour que les clients se désabonnent et que ce volume d'électricité AREM soit revendu sur le marché. Donc cette pratique, elle est déjà en cours d'investigation au niveau des fournisseurs alternatifs, donc d'électricité. Mais maintenant, ce qu'on demande, c'est effectivement que ça soit aussi le cas sur l'industrie, parce que sur l'industrie, visiblement, il y a quand même de très forts soupçons qu'ils fassent la même chose. Et derrière, ce sont des arrêts de production, des travailleurs qui sont en chômage technique. Et il ne faudrait pas qu'en plus, quand c'est le chômage technique, ça veut dire que c'est le contribuable aussi qui participe justement à payer ce chômage technique. Il ne faudrait pas en plus que ça soit pour que ces entreprises revendent une électricité qu'elles ont pu avoir à prix réduit.
Donc j'espère que c'est clair, parce Non, qu'effectivement, c'est c'est un clair. peu technique comme dossier, mais c'est vraiment un gros sujet, voilà, sur lequel on demande, on interpelle. J'ai été un peu effectivement dans la première phase, non, on est en train d'enquêter, donc oui, c'est pas de dire c'est absolument, on a toutes les preuves pour, mais aujourd'hui, on a de gros soupçons qui visent à être légitimés par les pratiques au niveau des fournisseurs alternatifs. Alors, revenons un petit peu à la question de l'énergie, du marché de l'énergie, du manière générale en Europe. Donc, vous avez dit, voilà, vous n'êtes pas satisfaite de la manière dont ce marché de l'énergie fonctionne aujourd'hui. Euh, Comment vous verriez le futur de l'énergie en fait en Europe? Comment est-ce qu'on répare le système entre guillemets? Bah, nous, ce que nous demandons, effectivement, c'est que de retrouver le contrôle public. C'est ce que je disais en introduction, et c'est la clé. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut déterminer aussi quelle capacité de production on veut avoir dans le domaine énergétique, on a besoin de contrôler notre production et notre distribution. Et donc c'est là le nœud de la guerre, et c'est pour ça que nous, on est pour la sortie du marché, pour revenir sur des pôles publics de l'énergie, donc dans chaque État membre. C'est-à-dire que c'est à travers ces pôles publics que nous allons pouvoir réellement savoir les besoins dont nous avons en termes énergétiques, et évidemment comment on satisfait ces besoins, avec quelle capacité énergétique, quelle énergie, parce que évidemment la question de quelle énergie est centrale, et ça nous renvoie à tous les débats d'ailleurs que nous avons en commission en ce moment sur la question quelle énergie renouvelable, la question même de l'énergie renouvelable, laquelle est réellement renouvelable, est une question. Et donc pour avoir toute cette réflexion, et pour faire les investissements nécessaires aussi, en tout cas pour les énergies renouvelables que nous appelons de nos voeux, il faut avoir un contrôle public du coût de l'énergie, et c'est ce que voilà, c'est ce que nous portons au niveau européen. Et en parlant justement d'investissement dans l'énergie, un point qui avait fait débat au Parlement européen, dans les institutions européennes et au-delà, c'est ce qu'on appelle la taxonomie verte. Donc cette espèce de label sur qu'est-ce qui est considéré comme une énergie verte, renouvelable ou de transition. Et ça a fait polémique parce que notamment le gaz naturel et le nucléaire sont inclus dans cette taxonomie verte. Donc sachant que voilà, dans le contexte français, on a 70% de l'électricité qui est produite par le nucléaire. Comment vous vous positionnez? Vous pensez que c'est une erreur de la Commission européenne, d'avoir inclus le gaz et le nucléaire là-dedans ou, c'est entre guillemets «de la réelle politique»? Non, non, nous, on considère que c'est une erreur. Alors, j'étais pas encore au Parlement à ce moment, au moment du vote sur la taxonomie, mais nous considérons évidemment que c'est une erreur de mettre le nucléaire et le gaz comme énergie verte. Ça a été bien porté par notre délégation. Je pense notamment à Manon Aubry en tant que coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen qui a mené ce combat. Et effectivement, le fait qu'on soit sur une perspective est toujours la même. Bon, on n'a dit pas de France, même pas au niveau français, mais malgré tout, je vais dire, au niveau du gouvernement de Macron, fait que derrière, on n'a pas investi dans le renouvelable. Et nous sommes le seul pays en France à pas avoir respecté, le seul pays d'Europe, pardon, à pas avoir respecté les objectifs fixés en termes d'énergie renouvelable au niveau européen. Donc effectivement, nous, on considère que c'était une mauvaise décision, et le combat, je ne vais pas m'approprier parce que j'étais pas encore au Parlement, mais les combats menés par nos élus sur ce sujet étaient importants, et j'espère qu'on va continuer à les porter ensemble dans le futur. Et un autre sujet avant qu'on passe aux questions, enfin en fait c'est une question sociale que je vais évoquer, donc en fait on va dire que ça fait la transition. Un des points de débat sur comment combattre la crise énergétique, c'est comment est-ce qu'on concilie ça avec l'impact social. On sait qu'en France on a eu les gilets jaunes qui ont commencé initialement sur une opposition par rapport à une taxe sur le carburant. Donc comment est-ce qu'on concilie le besoin de combattre une crise énergétique, le besoin de réduire l'empreinte carbone de l'Union européenne et en même temps s'assurer que bah, ça casse pas le dos des catégories de gens qui sont les moins fortunés, entre guillemets. Ben, on va demander d'abord de faire des efforts à ceux qui en ont les moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, dans notre pays, on a 12 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique. C'est-à-dire que chaque hiver doutent à allumer le chauffage par rapport au coût engendré par l'énergie en France. Donc concrètement, on ne peut pas dire à ces gens-là, bah écoutez, cet hiver, mettez un pull vert, quoi. Arrêtez de vous chauffer. Oui, les prix vont exploser, et vous, bah, mettez des pulls verts comme ont pu le faire certains de nos dirigeants. Donc, évidemment, bah, comment on s'y attaque? C'est évidemment en demandant à ceux qui ont le plus de moyens, parce qu'on sait évidemment que les personnes qui sont les plus riches sont celles aussi
qui polluent le plus et qui consomment le plus d'énergie. On a des schémas assez intéressants où, dans des villes, quand on voit les quartiers les plus riches, les quartiers les plus aisés, et ça se reproduit dans plusieurs pays de l'Union européenne, on voit une consommation d'énergie beaucoup plus importante. Donc là, effectivement, c'est de dire de contribuer selon ses moyens, et derrière, de revoir un certain nombre de choses qui sont aussi liées à la politique, aux différents choix politiques européens. Concrètement, quand la sobriété, nous on avait aussi, je viens de penser aussi dans les choses immédiates, mais si vous voulez, toutes les publicités, avant de demander aux gens de mettre des pulls verts, vous pouvez demander à tout ce qui est publicité, de réduire tout ce qui est visuel, dans les villes, voilà, c'est des consommations énormes. Donc il y a des consommations qu'on peut réduire avant de demander à ceux qui n'ont déjà pas beaucoup de devoir encore plus se serrer la ceinture. Et quand je parle des politiques européennes, c'est de savoir quel modèle on veut pour l'Europe, quand la sobriété énergétique ne peut pas être dissociée de nos politiques commerciales, ne peut pas être dissociée de quelle Union européenne on veut, quels accords de libre-échange on veut ou on ne veut pas. Voilà, c'est toute une question qui est plus globale en fait. On ne peut pas la prendre juste par le bout de dire à quel moment on diminue notre consommation énergétique en France ou en Europe. Non, ça doit être une réflexion plus globale de quel modèle de société, quelles ressources aussi, parce que effectivement le système capitaliste, c'est quand même l'idée d'une croissance infinie dans un monde où les ressources sont finies, où les ressources sont limitées. Donc ça pose vraiment des questions beaucoup plus vastes et beaucoup plus importantes que juste sur le bout de la sobriété énergétique. D'accord. Changeons un peu de sujet, pour une autre priorité pour vous, donc on l'a mentionné un petit peu en introduction, c'est la question de la santé et de la sécurité au travail. Donc pour nous situer un petit peu, qu'est-ce que l'Union européenne a fait déjà dans ces domaines et qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus? Alors, comme vous le savez, sur les questions sociales, l'Union européenne n'a pas beaucoup de compétences. Déjà, on peut partir de ce constat-là. Mais par contre, sur la santé et sécurité au travail, c'est un domaine dans lequel l'Union européenne a un petit peu de compétences. Un petit peu de compétences puisque, à travers l'Union européenne, on peut déterminer notamment, quand on parle de santé et sécurité au travail, du niveau d'exposition des travailleurs, notamment à des substances cancérigènes. On peut déterminer à travers l'Union européenne, lorsque vous avez des travailleurs, notamment comme un sujet moi, qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'amiante, c'est quelle exposition dans les bâtiments pour les travailleurs à l'amiante. Et ça, c'est des législations qui sont portées au niveau européen. Il n'y en a pas beaucoup dans le sens, c'est pas très large, ça va parler effectivement juste conditions de travail en lien avec les expositions qui peuvent être néfastes, notamment pour la santé. Mais notamment sur l'amiante, c'est un sujet qui concerne quand même tous les Européens, puisque vous avez de l'amiante aujourd'hui dans tous les bâtiments concrètement au sein de l'Union européenne. Donc, par exemple, dans les lycées, c'est plus de 75%. Les lycées, donc j'imagine que ici tout le monde voit, ou en tout cas les écoles secondaires, etc. Mais donc, et vous avez 75% de ces bâtiments qui contiennent de l'amiante. Vous avez dans les hôpitaux, vous avez dans toutes les structures qui ont été construites, dans les années 70-75. Donc concrètement, l'amiante, c'est une fibre, une fibre qui tombe, que vous respirez, vous pouvez déclencher un cancer qui est incurable 10 ans plus tard. Donc ce sujet est un sujet majeur. Ce sujet est un sujet qui arrive, on est en train de discuter justement des compétences, comme vous le savez, et j'imagine que vous en discutez souvent, c'est les batailles des compétences sur les dossiers. Donc est-ce qu'on est sur une compétence emploi, est-ce qu'on est sur une compétence en vie, mais derrière, effectivement, moi c'est un sujet pour avoir suivi de nombreux travailleurs qui sont par la suite décédés de l'amiante, puisque dans la construction, ce sont évidemment les premiers touchés par cette fibre mortelle. Et derrière, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que sur ce dossier-là, qui fait des dizaines de milliers de morts encore chaque année, vous avez, même si l'Union européenne a interdit l'amiante depuis 2005, aujourd'hui on exporte encore de l'amiante, et vous avez des pays comme l'Inde, puisque comme je vous disais, j'ai fait aussi du syndicalisme international, donc j'ai été en contact avec des syndicats indiens qui nous disent aujourd'hui, on est en train de tout construire en amiante. Ça veut dire que ce qu'on a mis 100 ans à faire reconnaître comme dangereux
pour l'être humain, c'est-à-dire l'amiante, et ben vous avez dans une autre partie du monde les combats qui sont peut-être pas encore menés ou de fausses informations sur la dangerosité du produit, qui fait que les travailleurs sont en train de construire sans aucune protection des maisons avec de l'amiante, et donc ils vont déclarer d'ici 10 ans des cancers qui seront incurables. Donc c'est un vrai sujet qui touche effectivement des milliers de gens dans le monde, pas seulement en Europe, et c'est un sujet sur lequel il faut particulièrement être vigilant et agir. Et je rappellerai juste un chiffre, pardon, après si vous voulez poser une question sur le... Mais juste un chiffre important, c'est que la santé et sécurité au travail, de manière plus générale, il faut savoir que vous avez 2,3 millions de travailleurs dans le monde, parce que ça me fait mon lien avec l'international, qui meurent chaque année au travail, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Donc c'est pas un petit sujet, et ça touche aussi l'Union européenne dans des secteurs comme le BTP. Nous, c'est 1 mort par jour dans ce secteur-là. Donc voilà, ces questions peuvent être portées au niveau européen, et tant mieux qu'on puisse avoir une législation qui soit la plus protectrice pour les travailleurs, et aussi évidemment toutes celles et ceux qui vivent dans les bâtiments où il y a encore de l'amiante. Juste sur l'amiante, là, je pourrais être sûr d'avoir bien compris. Vous êtes en train de me dire donc que l'Union européenne a interdit l'amiante en 2005, mais elle continue d'en exporter. Donc c'est-à-dire qu'en gros, en Europe, on fabrique un produit qui est interdit sur le territoire de l'Union européenne et on l'envoie en dehors de l'Union européenne? Exactement. Bah oui, ça fait partie des différentes absurdités. Donc aujourd'hui, il y a encore de l'amiante qui part vers l'étranger. Et là, ce qui est discuté au niveau européen, en fait, c'est les seuils d'exposition, c'est-à-dire quand vous travaillez donc effectivement, c'est pas pour produire de l'amiante, mais par contre, lorsque vous êtes dans un bâtiment, que vous devez faire une démolition, par exemple, à combien d'expositions vous pouvez avoir le droit, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une petite exposition ou une plus grosse? En fait, on négocie au Parlement européen le pourcentage d'exposition, et force est de constater que le Parlement avait pris une position et que la Commission a jugé qu'on pouvait avoir une exposition 10 fois supérieure que celle proposée par le Parlement européen. Donc c'est le débat actuellement sur le pourcentage, enfin c'est le gros évidemment du sujet, mais donc là aussi, est-ce que déjà moi je pense que le pourcentage ça doit être zéro, c'est-à-dire qu'on doit être exposé à aucune fibre d'amiante. Mais voilà, le débat se passe en ce moment au Parlement, enfin en tout cas dès que le dossier sera attribué, puisqu'il y a eu un rapport d'initiative. Mais donc effectivement, entre la proposition de la Commission et ce qui était proposé par le Parlement, on parle d'une exposition 10 fois plus supérieure avec la Commission. Et comment la Commission justifie ça? Elle se base sur des études de l'EFSA, enfin donc de l'Agence européenne sur la sécurité. Comment elle justifie son truc? Elle se justifie en disant que c'est des charges pour les entreprises. Vous connaissez ce doux refrain sur les charges trop importantes, alors que derrière, c'est la vie quand même de travailleurs qui, de fait, peuvent déclarer des cancers du fait de l'amiante. Donc effectivement, oui, c'est le principal argument, c'est la question des charges, en fait, parce que de fait, si vous voulez éviter que vos travailleurs soient à partir d'une certaine seuil, en fait, on vous demande de mettre un certain nombre d'équipements pour les travailleurs pour qu'ils aillent sur le chantier. Oui, ça demande des coûts pour l'équipement, ça demande dans l'organisation une organisation un peu différente du travail, parce que ça va prendre plus de temps de s'équiper avant d'aller sur le chantier, voilà, donc c'est toute l'organisation autour de ça qui est mis en avant pour justifier que il faut mieux avoir un seuil plus haut, comme ça en dessous de ce seuil, on est toujours on peut toujours effectivement aller sur les chantiers et donc risquer sa vie, mais ça sans que ça passe une charge pour l'employeur. D'accord, donc en fait on est vraiment sur un argument de proportionnalité de la charge et pas sur un argument scientifique où ils disent: «Ah bah attendez, en fait on a des études qui disent qu'en dessous de tel pourcentage ça serait», je vais pas en dire que c'est pas toxique parce que ça reste de l'amiante, mais c'est moins dangereux. C'est toxique, l'amiante, c'est toxique des 0%, enfin des 0,001, c'est parce qu'une seule fibre, c'est ce que je disais, hein, enfin une seule fibre, vous pouvez déclencher le cancer de l'amiante. Donc c'est pas, enfin pour moi, on peut pas négocier en fait le pourcentage. Je veux dire, c'est que aujourd'hui, il faut protéger les travailleurs, et donc ça doit être la priorité numéro un. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, a reconnu le 10 juin 2022 que la santé et sécurité au travail, le droit à un environnement de travail sain et sûr, devait être un droit fondamental, est un droit fondamental de l'être humain.
Donc ça doit être notre priorité. C'est qu'à partir du moment où un travailleur va le matin au travail, il ne doit pas mourir sur son lieu de travail, il ne doit pas mourir à cause de l'exposition à des substances toxiques sur son lieu de travail. Donc pour moi, il y a aucun argument qui prévaut sur ce droit fondamental à chaque travailleur d'être dans un environnement de travail sain et sûr. Et au-delà donc de ces questions de l'amiante, des taux d'exposition, et cetera, quels sont les autres sujets qui vous occupent au niveau européen, s'entend, sur ces questions de santé et de sécurité au travail? Alors non, moi principalement ça, parce que Ouais. comme je dis, je viens d'arriver, donc j'ai pas encore d'autres dossiers sur le sujet. C'est principalement ça. Et comme je disais, après je fais aussi des liens avec d'autres combats, alors que je mène un peu un pied dedans le Parlement, un pied dehors, comme je vous en ai parlé sur la question notamment du Qatar. Pourquoi? Parce que les questions de santé et sécurité peuvent se poser aussi de manière transversale, notamment sur les dossiers de devoir de vigilance. Alors le devoir de vigilance, en gros, c'est quoi? C'est une multinationale européenne, lorsqu'elle a des activités à l'étranger, bah, quelles règles sont appliquées à cette multinationale? Est-ce qu'elle doit respecter un certain nombre de droits fondamentaux? Et bien là, on peut faire le lien avec la santé et sécurité, puisque nous, ce que nous prenons, c'est qu'une entreprise doit être responsable sur l'ensemble de sa chaîne de sous-traitance, et donc évidemment pour ses activités dans ses filiales à travers le monde. Ben, la santé et sécurité, ça fait partie des choses importantes aujourd'hui sur lesquelles ces entreprises ne respectent pas les normes fondamentales, et on se retrouve dans des situations comme au Qatar, où vous avez des multinationales européennes, hein, notamment françaises, belges, qui opèrent au Qatar et qui ne respectent pas les normes fondamentales au travail, avec les scandales qu'on a pu voir. Et je pense que vous êtes tous au courant, avec notamment la Coupe du Monde au Qatar, avec ces entreprises jusqu'où qui ont utilisé des travailleurs qui étaient dans des situations de travail forcé. Donc toutes ces questions-là sont aussi, alors pour le coup, l'Union européenne peut agir à travers le devoir de vigilance. C'est un dossier aussi important qui, là encore, alors c'est pas la commission principale, je crois, qui est jury ou econ, je ne sais plus, peut-être jury, Peut-être jurer, ouais. probablement. Et donc effectivement, nous, normalement, je vais être shadow sur l'opinion dans le volet ITRE, Mmh. pour essayer de porter aussi cette question-là dans les secteurs industriels, et de voir comment on fait pour faire en sorte que ces droits fondamentaux soient respectés sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, je pense que c'est un gros dossier, c'est important de le mener. C'est là où on permettra aussi d'avoir des avancées considérables pour les travailleurs, notamment dans les pays où ces filiales sont implantées. Donc ça, voilà, ça c'est aussi un levier important sur lequel on peut agir. D'accord. Alors on va sortir un petit peu des commissions parlementaires, on va parler un peu plus on va parler plus politique, un lien, frontière entre la politique européenne et la frontière et la politique nationale. Donc, commençons par, on va dire, pas le plus facile, c'est vrai, il y a pas de sujet facile là-dedans. Heu, vous le savez, tout le monde le sait, on a une guerre en Ukraine, invasion de l'Ukraine par la Russie, et depuis le début de l'année, votre parti, la France insoumise, donc en France, mais pas que, hein, aussi d'une manière générale, la GUE, au Parlement européen, donc votre groupe politique au Parlement européen, a été critiqué pour ses positions vis-à-vis de la Russie. Par exemple, vous avez été, la délégation a été critiquée sur le fait qu'elle ait refusé de voter un certain nombre de textes qui étaient critiques vis-à-vis de la Russie. On pense à des votes sur les sociétés, la société militaire privée Wagner, un refus de voter pour des aides financières à l'Ukraine, etc., etc. Il y a eu un changement dans ces votes-là, suite au début de la guerre en Ukraine, mais toujours est-il qu'il y a toujours une forme de tolérance, on va dire, de groupes politiques en général, vis-à-vis de la Russie. Et il y a une étude de VoteWatch qui montrait récemment que la France était de loin le pays le plus tolérant avec la Russie, et la délégation LFI était, après l'extrême droite, la délégation qui était la plus tolérante vis-à-vis de la Russie. Donc comment est-ce que vous expliquez en fait cette tolérance qu'il y a eu pendant un longtemps vis-à-vis de la Russie? Je pense que, enfin, l'analyse, c'est pas de se dire qu'on a été tolérant envers la Russie. Notre position, je pense qu'on a été, puisqu'on parle des autres partis, on a été le seul parti à recevoir à plusieurs reprises dans nos universités d'été notamment le principal opposant à Poutine. Donc derrière, notre position a toujours été claire de notre critique du régime de Poutine et du soutien à ses opposants. La question du positionnement sur la Russie a évolué. C'est pas sur la Russie, c'est sur notamment
le fait qu'il y ait eu la guerre en Ukraine, et je pense que sur tous les votes, moi je n'y étais pas encore, mais il me semble en tout cas que sur tous les votes qui ont été faits sur ces derniers moments pendant la guerre, depuis la guerre en Ukraine, on a été consistant dans le contexte. La seule position qu'on a prise, c'était de se dire qu'on ne pouvait pas être co-belligérant. Ça a été la seule ligne sur laquelle nous avons tenu, de se dire on ne peut pas être co-belligérant, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer en guerre avec la Russie. Mais c'est une position qui a été celle aussi de la France, qui a été celle aussi de différents pays de l'Union européenne. Donc non, je ne pense pas qu'on a été tolérant envers la Russie. Comme je dis, on a été toujours les premiers à recevoir et à être aux côtés de l'opposition en Russie. Et donc maintenant, effectivement, on condamne fermement l'agression russe en Ukraine, et on continue évidemment à être au quotidien avec le peuple ukrainien dans cette terrible guerre qui, je l'espère, terminera bientôt. Et toujours sur la Russie, mais puisque vous l'avez mentionné, sur le fait que la ligne rouge, et vous avez raison, c'est une ligne rouge qui est partagée par, à ma connaissance, tous les partis en France et même tous les partis européens, c'est que nos pays, l'Union européenne, ne deviennent pas co-belligérants, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas en guerre directement avec la Russie. Pour autant, la France et les autres pays européens livrent beaucoup d'armes à l'Ukraine. On sait que Vladimir Poutine a dégainé la menace à plusieurs reprises d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine, surtout depuis qu'il a annexé une partie du territoire ukrainien. Donc, quelle est en fait la frontière? Parce qu'on livre des armes sans être belligérant. Qu'est-ce qu'on fait si jamais la Russie, touche du bois qu'elle ne le fasse pas, mais si jamais la Russie commence à utiliser des armes nucléaires, comment vous tracez la ligne rouge, entre guillemets? Ce qu'on a dit, c'est que aussi sur la question de la livraison d'armes, que si des armes devaient être livrées, on ne devait pas le faire publiquement, c'est-à-dire on ne devait pas l'annoncer dans la presse le matin, on va livrer des armes. Non. Pour ne pas devenir co-belligérant dans une guerre, effectivement, c'était de livrer, de faire, si des livraisons d'armes devaient avoir lieu, mais de le faire effectivement sans l'annoncer publiquement. Donc c'est ça aussi que nous avons dit sur cette question, qui est évidemment particulièrement difficile, hein, et sur laquelle effectivement nous allons continuer à avancer collectivement. Parce que, bon, comme je vous dis, moi je viens d'arriver, hein, donc on va avoir ces discussions collectivement dans la délégation et en lien avec, nos collègues à l'Assemblée nationale. Mais voilà, en tout cas sur la question de l'armement, c'est de cette manière-là que nous l'avons abordé. Alors, on a parlé un peu du passé, puisque effectivement vous avez raison, là on a parlé surtout de sujets qui étaient valables avant que vous soyez député. Maintenant on va parler de sujets qui vont vous concerner, vu que vous êtes député maintenant, c'est les prochaines élections européennes qui vont être en 2024. Et un des débats qu'on voit émerger, c'est s'il devrait y avoir une nouvelle alliance NUPES. Donc l'alliance NUPES, c'est l'alliance entre Parti communiste, LFI, les Verts et le Parti socialiste, si je n'oublie personne. Et donc l'idée de faire une nouvelle alliance NUPES pour les élections européennes, pour refléter un peu ce qui s'est passé pour les élections législatives. Est-ce que vous êtes pour cette nouvelle alliance NUPES pour les européennes, contre, et pourquoi? Alors moi, je suis pour cette liste commune pour les élections européennes, et je viens d'une situation un peu particulière puisque, bon, ça on l'a pas dit au tout début, mais j'étais candidate aux élections législatives. Donc c'est-à-dire que j'ai mené cette campagne avec la NUPES à l'échelle d'un territoire puisque c'est des circonscriptions, mais c'était une campagne extrêmement enthousiaste. Vraiment, j'ai été enchantée de pouvoir faire cette campagne avec les différents partis politiques. J'ai vu que derrière, les points de divergence n'étaient pas insurmontables, c'est-à-dire qu'on était quand même d'accord sur un programme dans sa globalité. Il y avait encore des points qui devaient être tranchés, mais globalement, on porte ce même projet de société sociale, écologique, humaniste. Et donc, effectivement, de fait, moi, d'arriver avec cette casquette un petit peu, d'avoir mené une campagne NUPES, je suis enthousiaste à l'idée qu'on puisse mener ces combats au niveau européen. Il faut savoir que quand même, sur de nombreux sujets, sur les questions de libre-échange, sur les questions
de santé sécurité au travail, sur les questions industrielles, on porte quand même, et si on regarde les votes, on porte quand même la même voix au Parlement européen. Donc effectivement, des fois, nous n'avons pas les mêmes mots. Je sais notamment sur la question de la désobéissance. Est-ce Pour en qu'on parler, oui, désobéit? effectivement. Est-ce que on suspend temporairement l'application de certaines règles? Donc il y a évidemment ce débat-là qui nous anime, mais je pense qu'on a 2 ans déjà, parce que moi je pense que le timing est pas déjà celui des Européennes malgré tout, hein, si vous voulez mon opinion personnelle, c'est-à-dire que là on a construit un groupe politique, la NUPES, à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on avance ensemble, qu'on apprenne à travailler ensemble, et je pense qu'on le fait plutôt bien à l'Assemblée nationale. Donc je pense que le temps est plutôt à la discussion entre nous au niveau européen. Moi je dis effectivement par principe, j'espère que nous arriverons à une liste commune aux européennes, mais je préfère que dans un premier temps, on prenne le temps de discuter entre nous. On a encore 2 ans devant nous, hein, c'est pas dans 6 mois les européennes. Donc laissons-nous le temps de discuter des points qui peuvent être divergents, ceux qui sont convergents, et voyons si nous sommes capables de porter un même projet européen d'ici donc les européennes de 2024 du coup. Alors, en laissant le côté de la question de la désobéissance qu'on va discuter un peu après, vous l'avez dit, voilà, quand on parle un peu policy, c'est vrai que sur le libre-échange, l'environnement, etc., on a des lignes un peu assez proches entre les différents partis politiques qui sont membres de la NUPES. Mais après, vous avez dit, oui, il y a des divergences, et il se trouve que l'approche de l'Union européenne en tant que telle est un grand sujet de divergence. Je veux dire, si on regarde la composition de la NUPES, si on prend on va dire les deux extrêmes, on a d'un côté Europe Écologie Les Verts, qui est sur le papier au moins un parti qui est fédéraliste, et de l'autre côté, on a la France Insoumise, qui est historiquement beaucoup moins enthousiaste vis-à-vis de l'Union Européenne. Donc ça fait quand même une sacrée divergence à surmonter pour une élection dont le cœur c'est justement l'Europe, non? Enfin, comment on fait du coup pour surmonter un peu ces divergences? Concrètement, je veux dire, justement, quand on parle des vrais sujets, c'est-à-dire de fond sur la question économique, sociale, on se retrouve tellement qu'on peut avoir effectivement une discussion de quelle Europe on veut au moment des européennes, c'est-à-dire quelles sont la conception globale de l'Europe. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rencontre clairement, c'est qu'on est en train de porter un même projet. C'est-à-dire que concrètement, on peut porter des mots différents, et vous les avez mentionnés, mais on est en train de porter un même projet sur les questions sociales, écologiques, économiques, et ça, c'est quand même le plus important. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas capable de partir sur une liste commune avec ces thématiques qui vont être celles qui vont être votées au Parlement européen? C'est-à-dire que ce qu'on va nous demander au Parlement européen, ça va être effectivement de nous positionner sur ces questions-là, et pas sur effectivement la désobéissance. C'est pas à ce niveau-là que ça va se passer, hein. La question de la désobéissance, ça va se passer principalement au niveau au niveau national. C'est-à-dire que quand on parle de la désobéissance, c'est pas au niveau du Parlement européen où on va voter pour ou contre la désobéissance. Oui, mais à côté, ça dénote une vision de l'Union européenne. Alors, est-ce que on peut avoir le débat, la question, est-ce que au final, quand on a les grands débats sur la désobéissance, la nature de l'Union européenne, etc., c'est quoi? C'est du débat secondaire, c'est le sexe des anges, et en fait, ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le policy, ou Oui, ce qui compte, c'est quelle politique on va porter au niveau européen. D'accord. Bah, parlons justement des différents mots, comme vous l'avez dit. Parlons de la désobéissance européenne, qui est le sujet qui a fait déjà coulé beaucoup d'encre, hein, déjà à l'époque de la conclusion de l'accord NUPES pour les législatives, et depuis encore. Donc cette désobéissance européenne qui était déjà dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles, et qui a été reprise avec des ajustements dans le programme de la NUPES. Donc si je résume, cette désobéissance, ça considère à ce que la France, donc la France en tant qu'État, refuserait d'appliquer un certain nombre de normes européennes qui sera en conflit avec le programme de la NUPES, particulièrement dans le domaine social et environnemental. L'idée étant de s'en servir comme une forme de moyen de pression, avec un moyen de pression sur les autres États, avec un chantage au fonds européen, des vétos, etc., pour forcer les autres pays à s'aligner sur la position de la France. Et du coup, ma question sur ça, c'est qu'est-ce qu'on fait si, donc, admettons, la France décide de faire de la désobéissance européenne, que fait la France si jamais les autres États refusent de céder? Si les Pays-Bas, l'Allemagne disent bah non, en fait, on n'est pas d'accord avec vous, on n'accepte pas
on n'accepte pas votre truc. Et c'est pas sans précédent. À l'époque des négociations sur le Brexit, on a vu les Britanniques qui faisaient des négociations très dures, qui menaçaient, qui faisaient du chantage, etc. Essayer de diviser les différents États, et à l'opposé, les 27 qui restaient unis en disant non, non, vous ne nous diviserez pas, on est contre ce que vous dites, et point à la ligne. Donc comment est-ce que la France fait si jamais les autres refusent de céder? Bah, déjà, quand on parle effectivement de ce à quoi on va désobéir, moi je reprends l'exemple initial dont j'avais parlé, c'était celui du travail détaché, puisque effectivement ça fait partie des choses en tout cas qui me tiennent à cœur. Et la question c'est de savoir, aujourd'hui on n'a pas de moyens de se substituer en se disant nous, le statut aujourd'hui de travail détaché qui est discriminatoire envers les travailleurs, on ne veut plus l'appliquer sur notre territoire. Aujourd'hui l'Union européenne ne nous permet pas. Moi, je considère qu'on devrait désobéir pour l'appliquer. Et pourquoi? Parce que je considère que c'est discriminatoire et que le travailleur aujourd'hui en France doit avoir exactement les mêmes droits en termes de protection sociale et en termes de conditions de travail qu'un travailleur français. Donc ça, c'est par exemple typiquement, juste pour savoir de quoi on parle, hein, quand on parle de désobéissance, ça c'est typiquement un sujet sur lequel, en tout cas, moi je considère qu'on devrait désobéir aux règles de l'Union européenne. Après, effectivement, comment ça va se passer, déjà on ne le sait pas à l'avance, hein, on ne sait pas quelle sera la réaction, les scénarios, les différents scénarios possibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a quand même la France a un poids important dans l'Union européenne, qui fait qu'on a quand même, je pense que quand la France va dire qu'elle veut désobéir à un certain nombre de règles, elle aura quand même une oreille attentive, je pense, hein, quand même, sur ces sujets-là. Et après, elle peut trouver aussi des alliés. C'est-à-dire que sur les questions sur lesquelles aujourd'hui nous souhaitons désobéir, on peut trouver d'autres États qui seraient aussi très enclins à avancer sur ces positions-là qui sont aujourd'hui défendues par un gouvernement qui serait du coup entre nos mains. Donc voilà, je pense que on ne peut pas savoir, je veux dire, on ne peut pas dire oui, le bloc uni face à la France, moi j'y crois pas trop. Je pense que aujourd'hui, si on propose effectivement un certain nombre de désobéissances qui vont dans le sens de l'intérêt général, on pourrait trouver des alliés pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Mais cette désobéissance, elle pose une question qui est assez centrale en droit européen, qui est celle de la primauté du droit européen, donc le fait que le droit européen est supérieur. Donc du coup, pour vous, est-ce que le droit européen, il est supérieur ou il est inférieur au droit français? Je pense qu'il est important effectivement de revenir sur un droit qui devrait... Enfin, c'est le droit le plus favorable, moi je saurais. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui on a au niveau européen un certain nombre de droits qui sont plus importants, qui donnent plus de droits que le droit français, c'est bien de les appliquer, mais lorsqu'ils donnent moins de droits, eh bien c'est important de pouvoir appliquer le droit français. Et c'est pour ça que je parlais de ces exemples, où derrière vous avez un certain nombre de protections qui sont mises en place au niveau français qu'on ne peut pas appliquer parce que le droit européen nous prohibe de pouvoir l'appliquer, et bien derrière, inversement, c'est des fois le droit européen qui va plus loin. Je pense notamment aux travailleurs des plateformes. Le travailleur des plateformes, ça a été... l'avancée au niveau européen a été plus importante que ce que proposait le gouvernement, puisque le gouvernement n'a jamais voulu reconnaître le salariat des travailleurs des plateformes, alors que le Parlement européen s'est positionné sur ces questions-là. Donc ça, effectivement, c'est une très bonne chose que l'Union européenne ait avancé sur le sujet, et nous, il faudrait effectivement l'appliquer au niveau français. Alors j'ai une remarque dans le chat qui correspond à ce que j'allais vous poser. Donc vous dites voilà, nous ce qui compte c'est que c'est le droit le plus favorable, le droit le plus favorable qui compte, peu importe que ce soit le droit européen ou le droit national. Mais ça ouvre un peu une autre critique qui est faite à la désobéissance européenne, c'est que en fait ça justifie du moins le principe qui est poursuivi par d'autres États membres, par exemple la Hongrie et la Pologne, qui disent mais attendez, moi aussi, moi je suis un gouvernement qui a été élu par le peuple sur la base d'un programme. Mon programme dit que je dois m'attaquer à un certain nombre de droits fondamentaux, faire une réforme de la justice qui m'avantage. Le droit européen n'est pas légitime pour me contrer. Et donc, puisqu'il est inférieur à ma constitution, il est inférieur à moi. Donc, quelque part, ça repose sur les mêmes mécanismes en termes de principe que la désobéissance. Donc, comment vous gérez cette contradiction? La différence significative, c'est que moi je parlais
d'avoir de plus de droits pour les droits fondamentaux au niveau de chaque État membre. Donc, c'est-à-dire que nous, on est internationalisme. Donc, c'est-à-dire qu'on considère aussi que quand je vous parlais dans toutes les différents sujets que je traitais, du fait qu'on va se battre pour les droits dans notre pays, mais on va se battre aussi pour les droits dans d'autres pays, bah, c'est à travers ça aussi que je vous dis que nous avons une position très claire aussi sur l'atteinte à l'état de droit dans différents États, parce que c'est la protection des droits fondamentaux de chaque être humain, sur lequel évidemment nous serons les premiers à les défendre coûte que coûte au niveau européen, parce qu'on ne peut pas atteindre ainsi aux droits fondamentaux. Donc là, effectivement, c'est pas la même situation qui se pose, puisqu'on parle d'atteinte aux droits fondamentaux dans les décisions qui sont prises, alors que nous, je vous parle d'une désobéissance qui permettrait à chacun qui vit sur d'autres territoires d'avoir plus de droits et plus de défense de ses droits, aussi bien sur les questions sociales qu'environnementales. Donc c'est là où je vois une différence importante. Oui, oui, il y a une différence sur le fond qui est très claire, hein. Vous défendez quelque chose de radicalement différent de ce que les gouvernements hongrois et polonais peuvent défendre, mais sur le fond, enfin sur la méthode, ça reste quand même, dans les deux cas, un pays qui dit, bah en fait, ce droit européen précis ne m'intéresse pas, il ne me plaît pas, donc je décide de cesser de l'appliquer, vous ne pouvez, point à la ligne, vous ne pouvez pas me l'imposer. Ça reste quand même, in fine, la méthode. Même si les objectifs sont différents, ça reste, le fond reste ça. Ou est-ce qu'il y a une nuance qui m'échappe? Non, bah, effectivement, nous, l'important, c'est de dire quelle est la finalité et les objectifs. Bah, les objectifs, pour nous, sont effectivement d'avoir que les personnes puissent avoir plus de droits et pas moins de droits, ce qui est le cas aujourd'hui de différents pays de l'Union européenne, Ok. dont vous avez mentionné. Repassons en France. Les Français ont un rapport compliqué avec l'Union européenne, hein. Une partie de la population, notamment, est particulièrement frustrée par le fait que l'Union européenne ait continué son chemin, entre guillemets, malgré le nom français de 2005. Donc comment est-ce que, à votre avis, on peut réconcilier les Français d'une manière générale et ces Français plus particulièrement avec l'Europe? Bah, évidemment, il faut qu'ils aient l'impression de pouvoir participer à cette Union européenne, c'est-à-dire d'être acteurs aussi des décisions qui y sont prises. Aujourd'hui, on est dans une situation quand même, en termes des institutions de l'Union européenne, qui est quand même compliquée, avec ce devoir d'initiative réel qui n'appartient pas à l'institution qui a été élue au suffrage universel, qui est le Parlement européen. Donc moi, ce qui me semble, c'est effectivement dans le rapport de l'Union européenne avec les citoyens, c'est effectivement ce pouvoir que vous donnez aux citoyens au sein de ces institutions, et donc qu'aujourd'hui le Parlement, bon bah c'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais que le Parlement ait plus de pouvoir et puisse réellement défendre les intérêts des citoyens européens. La deuxième chose aussi, c'est que je pense que pour réconcilier, bah, il faut que dans le quotidien, les personnes voient les impacts positifs de l'Union européenne. C'est-à-dire que si les décisions, les décisions prises, notamment, je pense, bah là on sort de la crise du Covid, mais donc si les décisions prises par l'Union européenne, c'est l'austérité pour saccager le service public de la santé, eh ben, je ne suis pas certaine que derrière les citoyens et citoyennes qui vivent une pandémie bah, soient satisfaits par un système qui ne promeut pas plus de services publics dans le domaine de la santé, qui vise à libéraliser un certain nombre de services publics. Donc, je parlais de la santé, sur la question des investissements, mais on peut parler de la libéralisation du secteur du transport. Donc, toutes ces questions-là qui concernent vraiment le quotidien des gens, quoi, c'est-à-dire leur hôpital, leur médecin, la petite ligne de train, le bus, tout ça, toutes ces questions-là sont liées à l'Europe. Et finalement, les décisions qui y sont prises ne sont pas les bonnes pour les gens. Donc je pense qu'effectivement, s'il y avait cette impulsion de bonnes décisions prises au sein de l'Union européenne, on aurait une approche un peu différente aussi au niveau des gens, notamment, bon, on parlait des Français là, mais de manière générale, après les situations sont différentes d'un pays à l'autre, dans leur approche par rapport à l'Union européenne. Mais voilà, moi je pense que revenons sur les besoins, arrêtons d'être effectivement, quand vous voyez, comme je vous dis, hein,
sur le moment, la crise énergétique, la crise alimentaire. Vous avez aujourd'hui des millions de gens qui ont besoin de l'aide alimentaire pour survivre. Que fait l'Union européenne, quoi? Quelle politique on met en place, on impulse collectivement pour la sécurité alimentaire, pour les services publics. Toutes ces questions-là sont débattues ici et effectivement, il faudrait qu'elles aillent dans le bon sens pour pouvoir ensuite être répertoriées, enfin pardon, pas répertoriées, mais être derrière suivi d'effets positifs pour les gens. Ok. Je vois le temps qui passe, donc je vais vous poser mes 2 dernières questions et après j'arrête de vous embêter, je promets. Vous avez une baguette magique, vous claquez des doigts, vous changez ce que vous voulez dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous changez et pourquoi? Ouf, la baguette magique, on a du mal à y croire. Ouais, je sais, mais rêvons un peu. Non, bah oui, mais c'est difficile de rêver, surtout quand on est parlementaire, parce que du coup, on est confronté chaque jour à la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne et pas toujours pour le meilleur. Donc, effectivement, donner plus de pouvoir, comme je le disais, au Parlement européen, ce serait déjà pour moi l'une des choses les plus importantes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est de redonner derrière aussi le pouvoir au peuple et aux gens qui nous élisent dans un suffrage universel. C'est évidemment un changement de cap, quoi. Un changement de cap global sur les questions écologiques, sociales et économiques. Donc, à coup de baguette, ça serait effectivement une Union européenne qui soit au service des gens, qui soit respectueuse, qui vise cette vision du monde de l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Voilà, c'est ça, quoi. Si on pouvait changer en coup de baguette magique l'Union européenne. Et ma dernière question que je pose systématiquement à la fin de toutes les interviews, comment vous vous positionnez sur les débats sur l'Europe fédérale? Vous êtes pour, vous êtes contre, vous vous en fichez? Dans les conditions actuelles, je ne suis pas pour, ça c'est sûr. Parce que justement, encore une fois, là je pense que les mauvaises décisions sont prises au niveau de l'Union européenne. Et donc, du coup, c'est à travers peut-être le fait de prendre le pouvoir dans notre État qu'on va pouvoir peut-être changer un peu plus, parce que le rapport de force nous est absolument pas favorable. Aujourd'hui, on n'est pas vers une majorité progressiste au sein de l'Union européenne. Donc moi, ça m'inquiéterait une Europe fédérale dans ces conditions. Eh bien écoutez, Marina Mesure, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Si les gens doivent retenir un message de vous ce soir, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Dur, je sais. Le pouvoir du peuple. Bah écoutez, le pouvoir au peuple. Très bien. Bah écoutez, merci encore. Chat, soyez sûr de remercier Ma Mesure pour son temps. Vous pouvez la suivre sur son Twitter. Vous avez son ad juste sous le flux vidéo. Restez avec moi, on va commencer le débrief. Ma Mesure, merci encore d'avoir pris le temps. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et bah écoutez, peut-être à bientôt sur la chaîne dans le futur. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, laissez-moi couper mon truc et on va commencer le débrief. Tac. Je finis Zoom, je branche ma caméra et je suis tout à vous. Entre-temps, donnez-moi vos impressions, vos questions. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Hop, caméra. Bim, bam. Et boum. Tu marches? Ouais, tu marches. Salut chat. Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Moi, j'ai pris mes notes, comme d'habitude, vous me connaissez. On va revenir sur tout ça. Marina Mesure, donc députée, j'allais dire la plus jeune, non, c'est pas la députée la plus jeune, mais la plus récente parmi les députés français au Parlement européen, puisqu'elle a formellement été intronisée en septembre, hein, puisqu'elle est techniquement, en fait, elle est Manuel Bompard quitte le Parlement en fin juillet, et donc ça veut dire qu'elle a su en liste, mais elle ne devient officiellement députée européenne que au moment de la plénière suivante, quand le président de séance la nomme officiellement, enfin reconnaît officiellement la députée comme étant députée européenne. Donc c'est pour ça qu'elle ne l'est que depuis septembre. Je crois que c'est sur la chaîne, je crois que c'est la première de France Insoumise que j'ai eue. Ouais, c'est la première. J'ai eu quelqu'un d'autre de sa délégation nationale. J'ai eu Emmanuel Morel, mais qui n'est pas de LFI. Il a son propre parti, la gauche républicaine et sociale. Républicaine socialiste, un truc comme ça. Je suis en discussion avec un autre député LFI. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi, de mon côté? Donc, on a commencé un peu par travailler
par parler de ce par quoi elle avait commencé, c'est-à-dire le travail détaché. C'est comme ça qu'elle a commencé, en fait, à s'intéresser à la politique européenne. Donc le travail détaché, elle l'a expliqué, c'est, vous prenez un travailleur, vous êtes en France, vous avez une usine en France et bah, le patron, il va recruter quelqu'un, un Roumain, pour venir travailler dans son usine en France, mais ça va être quelqu'un qui va un travailleur détaché, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va dépendre du droit français, c'est quelqu'un qui est recruté temporairement et pendant la durée de son contrat temporaire, et ben en fait, il va dépendre du droit de son pays d'origine. Et donc, ça veut dire que il va dépendre du régime social en fait roumain et pas du régime social français. Et donc, c'est quelque chose qui a été critiqué pendant très longtemps. Ceux qui sont vieux comme moi se rappellent des débats de 2005 et la fameuse directive Bolkenstein, qui est la directive justement sur le travail détaché, avec le fameux plombier polonais qui devait tous nous mettre au chômage. Mais toujours est-il que ça a été un gros débat. Et avec d'un côté les pays de l'Ouest qui disent oui mais attendez, c'est la concurrence déloyale, c'est de la discrimination vis-à-vis de ces gens-là qui n'ont pas les mêmes droits, c'est injuste vis-à-vis de nos propres travailleurs nationaux qui sont en concurrence avec des Roumains, avec des Bulgares qui prennent des salaires inférieurs, etc., etc. Et de l'autre côté les pays de l'Est qui disent ah, mais attendez non, les travailleurs détachés c'était essentiel pour nous parce que c'est notre avantage concurrentiel entre guillemets pour nos travailleurs face aux pays de l'Ouest qui ont, eux, des profils beaucoup plus, j'allais dire performants, c'est pas de la performance, mais qui sont avantagés, on va dire, qui sont plus je sais pas comment formuler ça, enfin bref, vous me comprenez, en gros, sur le marché du travail, ils sont avantagés par rapport aux Romains, donc voilà. In fine, il y a eu des compromis qui ont été trouvés, hein, maintenant il y a un nouveau régime sur les travailleurs détachés qui dit que, en gros, un travailleur détaché, passé une certaine période, je n'ai plus les durées exactes, je sais plus si c'est 12 ou 24 mois, un truc comme ça. Quelqu'un qui a embauché plus de 12 et 24 mois, en fait, perd le statut de travailleur détaché et tombe dans le droit national. Mais ça reste quand même un point assez chaud quand même pour les Européens. C'est un truc qui revient souvent, qui est très connu vis-à-vis des citoyens. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le sujet, parce qu'à l'époque, elle travaillait pour la CGT en France. Ensuite, on a parlé quand elle est rentrée au Parlement européen, un truc qu'elle a eu beaucoup de difficultés, c'est le devoir de concision. C'est-à-dire que quand elle dit, ouais, voilà, tu prends la parole dans l'hémicycle et tu as 1 minute de temps de parole, et il faut que tu dises tout ce que tu as à dire en 1 minute, et sinon après on te coupe ton micro. Et c'est vrai, c'est un exercice, hein, et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, effectivement, il y a des députés qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, ils ont ça dans le sang et ils savent instinctivement ce qu'ils doivent dire et qu'est-ce qui rentre dans 1 minute, ils savent couper les trucs superflus, etc. Mais pour les plus nouveaux, c'est un peu plus compliqué. Moi j'ai souvenir, un de mes anciens députés m'avait dit ouais, moi, mon premier jour à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, j'ai fait mon discours, j'ai commencé à faire mon discours, tout premier discours dans l'Assemblée, dans le Parlement. Pourquoi je veux dire Assemblée, bordel? Au Parlement européen, j'avais à peine fini mes remerciements que en fait j'avais déjà dépassé 1 minute et le président de séance m'a coupé la parole, donc en fait j'ai rien dit à part dire merci à toute l'assemblée. Donc effectivement c'est un exercice quand t'es assistant, t'es tout le temps en train de te dire alors attendez, faut que t'écrives ton discours de manière à ce que ça soit, tu dises le fond, c'est-à-dire que t'as le fond, le message que tu veux faire passer, mais tu prends en compte le fait que ça doit tenir au moins d'1 minute, 1 minute 30, donc tu te chronomètres, mais après il faut que tu prennes en compte la diction de ton député. Est-ce que ton député parle vite? Est-ce que ton député parle lentement? Est-ce qu'il a tendance à couper des phrases, qu'il a tendance à en rajouter pas? Et donc du coup en fait ça devient un peu une équation mathématique de drafter ton discours pour les plénières, parce que alors attends, en fait j'ai 3 paragraphes parce que à travers ça, suivant son rythme de diction, et si se paume, tu dois écrire dans une certaine police pour que ça soit lisible. Enfin, c'est tout un bordel d'écrire des discours pour les plénières, surtout pour les plénières. En commission c'est un peu pareil, mais c'est un peu moins relou. Donc ça c'est effectivement un truc que tu apprends à la dure. Quelque chose qu'on a évoqué effectivement particulièrement dans son cas, puisqu'elle, comme je l'ai dit, elle remplace un député européen qui était là, donc c'était Manuel Bompard, qui a été élu à l'Assemblée nationale, et du coup il est parti du Parlement européen pour aller siéger à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui Manuel Bompard il est à l'Assemblée nationale, aujourd'hui il était à l'Assemblée nationale pour voter les motions de censure. Et donc du coup Marina Mezur est arrivée au Parlement européen, comme je l'ai dit, elle devient députée européenne en septembre 2022, et en fait ce qui se passe c'est en fait par défaut, quand tu remplaces un député européen, le député précédent de ta liste, en fait tu récupères tous ces trucs. Donc ça veut dire que tu récupères ses commissions parlementaires, tu récupères ses dossiers. Donc là Manuel Bompard il était shadow rapporteur, donc il était le responsable de son groupe politique pour un dossier en particulier, alors je ne sais pas quel dossier c'était, et du coup Marina Mezur elle débarque, ah tiens bonjour Marina Mezur, nouvelle députée européenne, tiens Marina Mezur, tiens hop,
dossier, édité chez Plomb, t'as Trilogue dans une semaine, démerde-toi pour défendre une position de groupe. Tu voulais aller en emploi? Bah non, c'est pas de bol, tu seras en envie, tu seras en nitré. Et donc du coup, bah voilà, les députés qui arrivent sont un peu condamnés à devoir faire avec, sauf s'ils réussissent à négocier des trucs pour échanger les commissions avec d'autres députés, etc. Enfin bref, c'est un bordel pas possible, mais t'es obligé d'hériter des commissions de ton précédent député. Le seul moment dans le mandat où en fait tu peux changer les choses, c'est à la mi-mandat. Et là-dessus, bah, une mesure a pas de bol, puisque la mi-mandat c'était janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe à la mi-mandat? C'est en gros tu remets tout, enfin tu remets pas tout. Tu remets un certain nombre de postes sur la table, les présidences de commission, présidence du Parlement européen, etc., les postes de coordinateur, et c'est là où tu peux avoir un peu des changements, les députés peuvent changer de commission, c'est-à-dire à ce moment-là, les députés peuvent dire, ah bah tiens, en fait, cette commission-là, elle m'emmerde un peu, où j'ai fait tout ce que j'avais à faire, bah en fait, j'ai envie d'aller dans l'autre commission d'à côté, et du coup, bah tu vas négocier avec des députés de cette commission pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut échanger, etc., donc c'est plus à la mi-mandat où en fait tu vas avoir un peu le mercato, où chacun a la possibilité de changer éventuellement sa commission parlementaire, a la possibilité de se faire élire coordinateur, de se faire élire président de commission ou autre, etc. Mais si t'es pas là au moment de la mi-mandat, bah c'est un peu plus ghetto, on va dire. Mais du coup, voilà, Marie Mesure a quand même trouvé moyen de faire marcher ces gars. Enfin, il y a toujours moyen. Hein, je veux dire, les commissions parlementaires, c'est quelque chose qui est c'est tellement large. Hein, je veux dire, commission environnement, commission ITRE, tu touches à l'industrie, l'énergie, la recherche. Enfin, c'est tellement énorme qu'il y a toujours moyen, en fait, quelque part, de trouver un petit créneau, hein, de trouver un créneau dans ta commission parlementaire qui t'intéresse et sur lequel tu peux te positionner. Donc, ça, il y a toujours moyen de fonctionner. T'es jamais condamné à bosser, en fait, à être bloqué parce qu'il n'y a rien qui te plaît dans ta commission parlementaire. Qu'est-ce qu'on a On a parlé, voilà, après de la question de l'énergie, de la crise énergétique, des propositions qui sont mises sur la table par la Commission européenne. Donc, notamment, on a parlé de la question des surprofits, de la taxe des surprofits, sujet qui a fait chauffer notamment la France en septembre, avec notamment Monsieur le maire qui disait qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un surprofit, il n'avait jamais entendu de ça, parler de ça, et 15 jours après, t'as la Commission européenne qui dit bah, nous, on va taxer les surprofits. Moment de malaise. Et d'ailleurs, Manon Aubry s'est fait plaisir justement à ce moment-là, en disant bah, tiens, vous voyez, la Commission européenne, elle sait ce que c'est qu'un surprofit, monsieur le maire, vous devriez aller faire un stage à la Commission, vous allez voir. Donc, du coup, maintenant, c'est acté l'idée qu'il va y avoir une forme de taxation sur les surprofits. La question, c'est quelle industrie, pour quelle durée, quel pourcentage, donc il y a encore plein de travail à faire, mais le principe d'une taxation exceptionnelle sur les surprofits est acté. On a parlé de taxonomie, donc la taxonomie, pour ceux qui ont loupé un train, c'est... je dis ça comme si c'était un truc qui était évident, mais en fait non, c'est pas du tout évident, c'est juste que j'en ai pas tellement parlé de ce truc-là, que moi ça me paraît évident, mais ça n'est pas. La taxonomie européenne, c'est quoi? La taxonomie verte européenne, c'est quoi? C'est en fait une sorte de label européen, où en gros c'est la Commission européenne qui dit bah voilà, je vais lister un certain nombre d'énergies, et si jamais quelqu'un investit là-dedans, bah c'est considéré comme étant un investissement vert, renouvelable, de transition, et donc du coup bah t'as les énergies renouvelables, évidemment, hein, l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique, etc. Et après, bah, y avait un débat sur est-ce qu'il fallait inclure le nucléaire, vu que c'est énergie décarbonée, et le gaz naturel, puisque bah, y a un certain nombre de pays qui ont besoin du gaz naturel pour sortir du charbon, pour sortir du pétrole, etc., etc. Notamment, bah, ceux qui poussaient pour l'inclusion du nucléaire, bah, c'était la France qui produit 70% de son électricité à peu près par le nucléaire. Gros intérêt quand même à avoir le nucléaire intégré là-dedans. Et l'Allemagne qui poussait pour avoir le gaz naturel inclus dedans, puisque l'Allemagne roule au gaz naturel, et donc du coup la Commission, pour un peu s'assurer une majorité, bah, inclut les deux dans sa taxonomie. Le Parlement était ravi, ou pas, et parce qu'il disait oui, il y a certains qui disaient oui, mais non, attendez, c'est quoi cette taxonomie verte où on met le nucléaire, on met le gaz, c'est pas possible, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, blablabla. Sachant que ce truc-là, ça se fait sans vote, puisqu'en fait c'est un texte technique, enfin je vais pas rentrer dans le détail procédural, mais en gros c'est un texte technique qui est l'application d'un texte européen, d'une loi européenne sur laquelle les députés ont voté. Donc la Commission européenne a un peu des marges de manœuvre pour faire ce qu'elle veut. Mais il y a aussi des États membres qui ne sont pas contents, puisqu'il y a le Luxembourg et l'Autriche, si mes souvenirs sont bons, qui ont attaqué en justice la Commission européenne sur ça, pour en gros faire supprimer cette taxonomie européenne, puisqu'ils disent qu'en fait, en incluant le gaz naturel et le nucléaire, la Commission européenne a outrepassé ses pouvoirs, c'est-à-dire elle n'avait pas, c'est un ajout qui est tellement politiquement important, et
qui n'était pas inclus dans la législation de base, qu'il y aurait dû avoir un nouvel acte législatif, donc c'est-à-dire que le Parlement européen et le Conseil auraient dû être consultés et donner leur avis et décider, eux, s'ils voulaient avoir le nucléaire et le gaz naturel dedans. Donc ça va finir à la Cour de justice de l'Union européenne. On verra dans quelques mois si jamais cette taxonomie survit ou pas. Mais ça, c'est un des gros débats à suivre. On a parlé santé et sécurité au travail. Donc, sur le plan européen, le principal sujet, c'est l'exposition aux substances toxiques. On a beaucoup parlé de l'amiante. J'avoue que c'est ouf que le fait que l'amiante s'interdit sur le territoire européen, mais qu'on peut toujours en produire pour l'exporter chez les autres. C'est un peu ouf comme histoire. Faut le reconnaître, ça je savais pas. Et donc du coup, l'Union européenne définit en gros des seuils pour la sécurité au travail, c'est-à-dire à partir de quel moment une entreprise a l'obligation de protéger ses salariés avec de l'équipement, etc., pour éviter qu'ils respirent de l'amiante ou d'autres saloperies sur leur lieu de travail. Et donc, du coup, tu dois te battre suivant les substances, quel est le taux de tolérance, machin. Donc, ça se base sur, en général, des études scientifiques. De ce que Barney Mesure semblait dire ici, dans le cas de l'amiante, c'est plus une question de proportionnalité, c'est-à-dire, oui, voilà, en fait, ça serait disproportionné pour les entreprises de devoir faire ça, de devoir fournir des instruments de protection dès qu'il y a plus de X% d'amiante, enfin je ne sais pas quels sont les pourcentages en question, mais du coup on est plus sur un argument économique de ce point de vue-là. De quoi on a d'autre? On a parlé... on va rentrer un peu dans le dur. On a parlé de Russie, donc la tolérance, j'appelais ça une tolérance, c'est pas forcément le bon terme, mais à défaut de terme, j'appelais ça une tolérance. La tolérance de l'extrême gauche européenne, et notamment pour ce qui concerne les Français, la France insoumise, vis-à-vis de la Russie au Parlement européen. Puisque, en gros, ça fait longtemps en gros avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, où après quoi il y a eu un changement. Vous l'avez probablement déjà entendu, en France, Jean-Luc Mélenchon se faisait souvent remarquer pour ses remarques plutôt, sans se dire pro-Poutine, parce que je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon est un particulier soit idéologiquement très proche de Vladimir Poutine, mais en tout cas souligner un certain nombre de politiques russes, notamment par anti-américanisme, on va dire les choses comme ça. Par exemple, il saluait l'intervention des Russes en Syrie, en soutien à Bachar al-Assad, en disant voilà, c'est très bien ce que Poutine fait d'aller intervenir en Russie pour aider les Syriens contre les milices et la rébellion, notamment les rébellions islamistes. On a eu, à une époque, critiqué beaucoup... alors, la mention a dit oui, mais nous, on est un parti qui a invité le principal opposant russe. Donc, le principal opposant russe, c'est Alexei Navalny, qui est aujourd'hui en prison. Un mec qui a des sacrés coronesses, puisque le mec était condamné. Et il est volontairement retourné en Russie. Donc, il est retourné là-bas en sachant qu'il allait finir en prison. Et donc, aujourd'hui, il est dans une prison de haute sécurité en Russie. Donc, Alexei Navalny dit oui, nous, on l'invitait à nos congrès, etc. C'est vrai. À ceci près que ils ont fini par s'en détacher un petit peu parce qu'ils considéraient à un donné que Navalny avait des discours qui étaient parfois un peu trop nationalistes et donc pas compatibles avec le truc à LFI. Donc je me souviens de choses comme ça. Donc ils ont arrêté un peu ils sont un peu distancés de Navalny. Et il a dit oui, ça a changé aussi depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est vrai, il faut le dire. C'est depuis le début de la guerre en Ukraine. Contraints et forcés, on va dire, politiquement, ils ont dû changer de position. Enfin, LFI et l'extrême droite ont dû changer leur fusil d'épaule sur leur positionnement vis-à-vis de la Russie. On va dire que pour LFI, la transition s'est faite relativement de manière facile, on va dire, alors que RN, personne n'y croit trop, on va dire, au fait qu'il soit plus pro-russe. Mais voilà. Et j'avais un autre truc à dire sur ça. Ah oui, donc ça je l'ai mentionné dans la question, c'est VoteWatch. Donc VoteWatch, ça n'existe plus malheureusement, c'était un organisme qui était spécialisé sur le suivi des votes au Parlement européen et dans les institutions européennes. Et juste avant, enfin, ça a fermé maintenant malheureusement, c'est terrible, c'était un très bon instrument. Et avant l'été, juste avant de fermer, une de leurs dernières études qu'ils avaient sorties, c'est qu'ils ont sorti une analyse des votes au Parlement européen sur comment les députés des différents pays se positionnaient sur la Russie depuis le début du mandat, donc depuis 2019. Et ce qui ressortait, attendez, je vais voir si je peux pas le trouver, je l'ai. En attendant, je vais vous raconter le truc. Et en fait, ce qui ressortait de leur étude à VoteWatch, c'est que la France était de loin le pays européen
qui était le plus tolérant ou entre guillemets pro-russe. Et il était tiré particulièrement vers le bas par l'extrême droite et aussi un petit peu par l'extrême gauche. Et le truc est assez disant. Attendez, je vais trouver votre watch. Allez, charge-toi votre watch. Tu peux le faire. Nouveau rapport. Hop. Blog recharge. J'y suis presque. On ne panique pas. Je veux full list of parties and their score. Allez, tu peux y arriver. Tu y arrives? Click here to access the interactive map. Ça marchera peut-être mieux là. Allez, tu peux le faire. Terrible, là, ça marchait tout à l'heure au bureau. Bon, ça ne marche pas, je vais vous montrer la map, comme ça, vous avez quand même quelque chose à voir. Ne bougez pas, ne paniquez pas. Tout est sous contrôle, browser. Tac, browser, tac. Bim. EU, voilà. Tac. Ah oui, non, en fait, ça marche pas, parce que si je vous montre le truc, hop là, voilà, tac. Alors, bougez pas, je réajuste tout ce bordel. Donc voilà, là vous avez la carte au niveau européen de tous les... plus c'est rouge, plus c'est tolérant à la Russie. Et donc vous voyez, en rouge cramoisi, vous avez la France et aussi la Grèce. Et donc si vous... c'est con là que j'ai pas le truc qui fonctionne bien. Je vais rester un coup. Ah ça marche? Ça marche? Dis-moi que ça marche. Ah yes. Parfait. Alors attendez, je regarde juste comment ça rend à l'écran. Ouais, ça devrait être à peu près passable. Ok, je vais juste baisser. Voilà. Parfait. Voilà. Donc vous voyez là, vous avez l'analyse éclatée par partie. Donc vous voyez qu'en général, la France et les députés européens français sont, on va dire, assertifs, on va dire, critiques de la Russie à 55%, 56% en gros. Et donc vous avez là, partie par partie, ce taux d'assertiveness, donc ce taux de fermeté vis-à-vis de la Russie. Donc vous voyez, voilà, le Parti Socialiste, Place Publique sont les plus fermes vis-à-vis de la Russie. Et tout en bas de la liste, vous avez le Rassemblement National, qui a des liens avec la Russie, comme chacun sait, qui a 18,5% de fermeté, suivi par Reconquête, donc Zemmour, et juste après par la France Insoumise à 41%. Donc c'est surtout l'extrême droite, et ensuite derrière c'est la France Insoumise qui tire un peu tout le monde vers le bas, même si, faut dire les choses, en France, politiquement, historiquement, il y a toujours eu une russophilie, on va dire, prononcée, pour diverses raisons, mais bref. Et du coup, à l'opposé, si vous voulez voir l'autre extrême, ceux qui sont le plus contre la Russie, c'est les Polonais. Polonais, 94%, celui qui est le plus pro-russe, entre guillemets, il est 86-10, est-ce qu'il est 86-10, il est plus ferme envers la Russie que République En Marche. Il est juste dépassé par le Parti Socialiste et Place Publique, et ouais, Parti Socialiste et Place Publique, il ferait quasiment bon dernier en Pologne. Donc vous voyez un petit peu le gap entre les deux sur ce sujet-là. Et donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Ensuite, on a parlé de la NUPES. Attendez, je vous repasse en full screen. Ne paniquez pas. Je ne panique pas, c'est parfait. On a parlé de la NUPES, donc la possibilité d'une alliance NUPES aux élections européennes, puisque la NUPES, donc cette alliance entre le Parti communiste, donc en gros la gauche française, donc ça c'est Parti communiste, Parti socialiste, LFI et les Verts, et je crois qu'il y a deux autres petits partis qui sont aussi dedans, mais je me souviens plus leur nom, désolé. Donc cette NUPES qui a été forgée par Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon, enfin c'est lui qui a lancé la truc, qui a lancé ça au lendemain de la présidentielle et en vue des législatives, ça s'est fait, et c'est comme ça qu'ils ont fait les législatives de manière unie. Et maintenant il y a des débats sur est-ce que la NUPES devrait refaire une alliance NUPES pour les élections européennes de 2024. Ce qui n'est pas garanti, pourquoi? Parce que une des raisons pour lesquelles il y a eu l'alliance NUPES aux législatives, c'est de dire voilà, on n'est pas sur un scrutin proportionnel, donc on a un intérêt à y aller ensemble pour pas se tirer dans les pattes. En gros. Et maximiser nos chances d'être élus parce qu'on a un système majoritaire, etc. Une nominale à 2 tours. Les européennes sont un régime, sont une élection, pour le coup, à la proportionnelle, avec un seuil de 5%.
Et du coup, déjà, ça retire cette excuse-là, et il y a un certain nombre de partis, notamment les Verts, qui fonctionnent très très bien aux européennes, hein. En 2019, les Verts avaient fait 13% de mémoire. Donc ils avaient très bien performé. Les Verts attendaient à très bien performer aux européennes, et en plus, donc déjà, il y a des partis qui, en y allant tout seul, pourraient avoir un intérêt à gagner, hein. Pour donner la comparaison, les Verts faisaient 13%, LFI faisait 6%. Donc, vous voyez, il y a une légère différence. Et, non, 6%, 6 ou 8. 6 ou 8. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. En gros, beaucoup moins que les Verts. Et, à côté de ça, vous avez des grosses divergences sur la politique européenne entre les différents membres de la NUPES. Je dis divergence importante sur le débat européen en général. Comme elle le dit, si on rentre un peu dans les policies, les votes aujourd'hui au Parlement européen, c'est vrai que sur beaucoup de sujets, les socialistes, les Verts et LFI votent dans le même sens, hein. Il y a déjà une forme de coordination entre eux aujourd'hui suite à la NUPES, mais c'est vrai que sur beaucoup de sujets, ils vont ensemble. Mais sur la question européenne en général, comme j'ai expliqué, les Verts sont des fédéralistes, normalement fédéralistes convaincus, et à côté vous avez LFI qui est, on va dire, des eurosceptiques un peu soft. Ce qui peut poser des questions à partir du moment où on est dans un scrutin européen. Bien, effectivement, dans une élection européenne, la question du positionnement politique vis-à-vis de l'Union européenne, ça peut être un sujet qui peut tomber dans le débat. Et on sait jamais, peut-être que quelqu'un peut se dire, il y a peut-être un truc qui se passe. Et du coup, voilà, les Verts, a priori, ils sont pas chauds pour faire une NUPES ensemble. LFI est davantage demandeur. Et il y a des négociations qui vont se tenir d'ici 2024 pour savoir si, oui ou non, il doit y avoir une alliance NUPES aux européennes, même si il y a plein de potentiels obstacles qui sont sur le chemin d'une éventuelle NUPES. Ensuite, on a parlé d'un autre truc, c'est la désobéissance européenne. Alors, c'est quoi la désobéissance européenne? C'est la nouvelle doctrine européenne, en fait, que Mélenchon a mis au point pour son programme, enfin, Mélenchon, LFI a mis au point pour les présidentielles de 2022, qui fait la suite au fameux plan A, plan B de Mélenchon en 2017. Cette désobéissance européenne, c'est quoi? Ça consiste à dire, en fait, nous, quand le droit européen est en conflit avec notre programme, le programme qui est dans notre programme national, on n'appliquera pas le droit européen. On appliquera notre programme parce que on a été élu sur notre programme et l'Union européenne peut aller se faire foutre. Et on fait ça parce que derrière, en fait, on veut mettre un coup de pression à l'Union européenne pour qu'ils changent leur règles, pour que les autres États fassent ce qu'on veut, etc. Et donc, il y a la désobéissance européenne, c'est on refuse d'appliquer le droit européen dans certains domaines, principalement social et écologie, c'est on fait disons, jeu du chantage, en fait, hein. C'est-à-dire que il dit, une des méthodes qu'il listait, c'était, on refuse de verser la cotisation française au budget européen si jamais il ne donne pas ce qu'on veut, on utilise le droit de veto pour bloquer les décisions si jamais il ne donne pas ce qu'on veut, donc voilà, c'est un truc super hardcore, super agressif pour en fait essayer de forcer la main aux autres et faire en sorte que le droit soit changé, le droit européen soit changé pour qu'il s'aligne sur ce que les Français font. C'est un truc qui a été très critiqué, déjà à l'époque de la NUPES, donc cette désobéissance européenne a été reprise par la NUPES. Donc, en théorie, le Parti Socialiste et les Verts ont signé cette politique, ils ont accepté cette politique de désobéissance, même si, voilà, comme elle a dit, oui, on met des mots différents, certains appellent ça désobéissance, certains appellent ça par autre chose. Bon, dans les faits, ils ont signé. C'est pas anodin non plus, parce que par exemple, les Verts, comme je l'ai dit, sont fédéralistes, et au moment de la négociation de la NUPES, au moment où ils ont conclu l'accord NUPES, à Bruxelles, ils ont dû organiser une réunion en urgence du groupe des Verts, donc tous les Verts européens au Parlement européen, ils ont organisé une réunion, et les Français ont dû expliquer c'était quoi le bordel. Parce que les Verts disaient, attends, c'est quoi ce truc là, vous signez un truc où en fait vous voulez pas appliquer le droit européen, les mecs, on est fédéralistes. Donc ils ont dû s'expliquer en disant oui, mais en fait c'est un truc, on a quand même des divergences, c'est uniquement un accord électoral, c'est pas un accord politique, c'est juste valable pour cette élection. Donc voilà, ils ont un peu ramé pour essayer de justifier le machin et permettre aux autres de défendre le truc. Ce qui me fait dire que ça va être un peu plus compliqué à mettre sous le tapis au moment des élections européennes.
vous l'aurez compris, et je l'ai déjà dit publiquement, hein, j'ai fait des fils entiers sur Twitter, c'est un de mes pet peeves. La désobéissance européenne, c'est un concept dont je suis très critique, sur le plan juridique et politique, pas sur le fond. Enfin, quand je dis plan politique, c'est pas sur le fond, je dis, c'est pas parce que c'est la LFI, c'est pas parce que c'est le programme de la LFI, ça je m'en fous. Je suis je suis critique de ça, je critique l'instrument. Je veux dire, pas la raison pour laquelle ils veulent cet instrument, je critique l'instrument en tant que tel. Et c'est un truc, moi je considère que c'est une abomination juridique et politique juridique parce que ça revient sur un des piliers fondamentaux de l'Union européenne qui est la primauté du droit européen. C'est-à-dire le principe que le droit européen est supérieur au droit français. Pourquoi c'est fondamental? Parce que cette primauté du droit européen sur le droit national, quel qu'il soit, français, allemand, etc., c'est ce qui permet de garantir qu'en fait, tous les pays vont jouer le jeu. C'est ce qui permet de garantir qu'en fait, un pays qui ils ont négocié à Bruxelles un règlement, une directive, etc. Et ils sont pas complètement contents de ce qu'il y a dans le texte final, mais voilà, ok, ils acceptent de jouer le jeu, il y a une majorité pour défendre ce texte-là, et donc ils vont appliquer ce texte-là. Et ça évite que du coup les autres disent, en fait moi ce truc-là, je suis pas, en fait ça m'avantage pas complètement, donc en fait je vais pas l'appliquer, et mon droit national sera supérieur. Et donc du coup la primauté du droit européen, c'est ce qui permet de garantir en fait que tout le monde joue selon les règles du jeu, ça permet de garantir en fait que le droit européen a un sens, parce que si jamais vous dites que le droit européen devient facultatif, c'est-à-dire que si un État décide de ne pas appliquer le droit européen parce que ça ne l'arrange pas, il préfère son droit national, et dans ce cas-là, le droit européen n'a plus aucune valeur. Puisque, en fait, n'importe qui peut l'appliquer uniquement s'il en a envie. Donc ça n'a aucune valeur, chacun fait ce qu'il veut. Donc autant ne pas faire de droit européen, puisque, in fine, tout le monde s'en branle, quoi. Donc le principe de primauté du droit européen, c'est un truc fondamental. C'est un truc qui a été inventé par la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Costa-Enel en 1964. Un truc très 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 important. Donc ça, c'est l'abomination juridique. L'abomination politique, c'est sur la nature en fait de l'instrument qui change dans un rapport extrêmement conflictuel le rapport aux autres, puisqu'en fait, selon cette politique, en fait, la France cesserait de considérer en fait ses partenaires européens comme étant des partenaires, mais il les considère un peu comme des ennemis, puisque ici on parle de chantage, on parle voilà, on fait un chantage au budget, on fait un chantage au veto. En gros, on fait à peu près ce que le veto, c'est ce que les Polonais et les Hongrois font en permanence. Imaginez la gueule du truc si la France se pointe, en fait, nous on va pas vous donner du fric, allez vous faire foutre, sauf si vous nous donnez ce que nous on veut. Donc ça change un peu l'applaisiment des choses, et ça part du principe que les autres accepteraient de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'ils accepteraient de plier, mais qu'est-ce qui se passe s'ils veulent pas? Et comme je l'ai dit, voilà, même si effectivement on ne sait pas ce qui se passerait, etc., elle a raison de dire oui, la France n'est pas n'importe quel pays, c'est vrai, faut le dire. Le Royaume-Uni n'était pas non plus n'importe quel pays. Troisième économie de l'Union européenne, membre depuis 40 ans. Ils ont fait leur négociation sur le Brexit en pensant que on leur roulerait le tapis rouge et qu'ils feraient ce qu'ils veulent. Ils se sont bouffés un mur. Les 27 États membres ont dit non, on vous suit pas, on n'est pas d'accord avec vous et on lâchera pas. Donc le fait que les autres lâchent, c'est tout sauf garanti, c'est tout sauf dit, et ça ouvre aussi la boîte de Pandore qui est, si les Français sont capables de le faire, pourquoi est-ce que les autres ne le feraient pas? Si la France peut dire, voilà, moi je n'applique pas le droit européen en matière environnementale parce que, voilà, moi je préfère faire ma propre règle. Ma propre règle m'avantage mieux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêche les Allemands de dire, oh ok, moi dans ce cas-là, les règles dans tel autre secteur, les règles sur justement environnementales sur les émissions de carbone des bagnoles, moi ça avantage pas mon industrie automobile, j'arrête de les appliquer. L'Irlande qui dit, oh ok, moi vos conneries de protection des données personnelles, moi ça m'emmerde parce que chez moi j'ai Facebook, j'ai Google, j'ai Apple, j'ai tout ça. On fout ça à la poubelle. Moi j'applique que mon droit irlandais, je fais ce que je veux, le droit européen, je m'en branle. Donc quoi. En fait, à ce jeu-là, voilà, en fait, le droit européen cesse de servir à quelque chose, et c'est quelque chose que Cetastic a mentionné dans le chat. Il y a la question de la Hongrie et de la Pologne. La Hongrie et la Pologne portent atteinte à l'état de droit, donc avec notamment, ils s'attaquent au droit LGBT, ils s'attaquent à l'indépendance de la justice, etc. Et tout l'argument qu'ils font consiste à dire, nous sommes des gouvernements élus, nos gens, je suis au gouvernement parce que je suis élu, donc je suis légitime, ma légitimité est supérieure au droit européen, et donc je fais ce que je veux, et je vous emmerde. Ça ressemble quand même franchement à la désobéissance. Alors après, effectivement, la mesure dit oui, mais attendez, eux le font pour réduire les droits, nous on le fait pour donner plus de droits.
c'est vrai, hein, le fond est différent, il n'y a, y a pas de débat là-dessus. Mais le mécanisme est de facto le même. On est sur un mécanisme où on dit le droit européen ne s'applique que quand ça m'arrange. Et parce que légitimité nationale est supérieure à toute forme de légitimité que l'Union européenne peut avoir. Donc c'est là où ça devient extrêmement branlant comme édifice d'un point de vue politique et extrêmement dangereux de mon point de vue. C'est rare que je donne mon point de vue comme ça aussi ouvertement. Hein, c'est pas je le dis pour ceux qui sont nouveaux ici. Hein, je suis pas une chaîne d'opinion. Je suis pas là pour vous dire la vérité c'est ça et point à la ligne. Allez vous faire foutre si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, c'est juste que sur ce truc là, comme c'est un truc assez fondamental en termes de politique européenne, que ça touche aux piliers fondamentaux de l'Union européenne, c'est un truc que, voilà, je fais voir mon opinion en tant que juriste déjà pour commencer, parce que pour moi, c'est encore une fois, pour moi, juridiquement, c'est une abomination absolue ce truc, et en tant qu'Européen, c'est une pente extrêmement glissante. Donc c'est pour ça que je donne mon opinion, parce que je l'ai déjà dit publiquement, donc voilà, je suis parfaitement transparent, mais après, derrière, je n'impose mon point de vue à personne. Et je suis content d'en débattre avec tout le monde. De quoi on a parlé? On a parlé de 2005, donc la question de la légitimité, enfin pas la légitimité, pas la légitimité, la question du rapport des Français à l'Union européenne, puisque voilà, en 2005, il y a toute une frange de la population qui a voté non, enfin, la majorité même de la population qui a voté non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, et malgré tout, bah, on a eu le traité de Lisbonne en 2007, et beaucoup de gens se sont sentis voler en disant « Mais attendez, c'est quoi ce bordel? On a voté non en 2005 et ils nous font le traité de Lisbonne en 2007. » Vous vous foutez de nous. Et du coup, il y a une part de rejet de ces gens-là vis-à-vis de l'Union européenne. Et comment est-ce qu'on fait pour ramener ces gens-là à bord de l'édifice européen? Et donc, il y a une mesure qui explique, voilà, déjà, il faudrait donner plus de pouvoir au Parlement européen, puisque le Parlement européen est la seule institution qui est élue directement par les gens, par les citoyens. Hein. C'est exact, hein, vous élisez directement vos députés européens. Allez voter en 2024. Et aussi, faudrait aussi que l'Union européenne adopte des politiques qui soient positif, qui a un impact positif sur les citoyens, et donc du coup les gens pourraient se dire en fait l'Union européenne c'est plutôt cool, on soutient à fond. Alors après la question c'est toujours voilà, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, c'est selon les positions politiques de chacun, mais voilà. Et de ce point de vue aujourd'hui ça n'est pas satisfaisant, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas en faveur de l'Europe fédérale, parce que voilà, vu la direction aujourd'hui de l'Union européenne, une Europe fédérale, non merci, hein, ça serait renforcer les pouvoirs d'une institution qui fait des choses que je n'aime pas, donc voilà. Et c'était à peu près ce que j'avais moi sur mes notes. Je sais pas si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment. Sinon je vais commencer ma petite conclusion. Hop, je vais regarder. Alors tac. Ok, je vois pas de commentaires, donc je vais commencer ma petite conclusion. J'espère que vous avez apprécié l'interview, vous avez apprécié le contenu de ce soir. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à follow, c'est toujours apprécié. Si vous avez vraiment aimé, vous pouvez lâcher un sub, vous pouvez lâcher une pièce à votre streamer via Coffee, c'est toujours fortement apprécié. Je vous mets dans le chat les réseaux sociaux, vous pouvez me connecter sur Discord, sur Twitter, sur toutes les choses, on a tout ici, donc vous avez juste à cliquer et à vous connecter, et à follow. Je vous retrouve jeudi en anglais pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec un député vert allemand, Damien Böselager. Il est au groupe des Verts, mais en fait il appartient à un groupe politique, un parti politique qui s'appelle Volt, qui est un parti fédéraliste. Et donc on va parler un peu de tout ça. Ça sera jeudi à 18h45, donc un peu plus tôt que d'habitude. Et ensuite, on se retrouvera toujours en anglais dimanche. Non pas pour la revue de presse, mais pour l'Euro Bubble Therapy, donc mon nouveau format où je vais discuter avec le youtubeur espagnol Karim Halal et Snor, qui est un administrateur d'un certain nombre de Reddit et de Discord pro-européens. Et donc on parle d'actualité, on va parler des trucs qui nous ont marqués, etc. On va parler de trucs intéressants, donc viendez. Ça sera dimanche à 19h. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et j'espère vous voir très bientôt. Ciao tout le monde. À bientôt.